La plus grosse transaction, j'avais 5 magasins et j'ai acheté mon compétiteur qui en avait 6. Il avait 7 millions de pertes fiscales. L'investisseur était un Européen et puis était tanné. Notre chiffre de vente à nous était 10 millions. Son chiffre de vente à lui était 10 millions. Là, je vous dis ça de mémoire. Là. Je regarde ça, puis mon père, quand il a regardé la transaction, il dit « ça n'est qu'une tête ». Puis j'ai regardé à mon père, j'ai dit « non. C'est pas une qu'une tête. On n'a pas parlé de prix encore ». Alors... Là, mon père me dit, oui, mais comment peux-tu faire une transaction? Mais j'ai dit, regarde, là, c'était 5 ou 10 millions, je me rappelle, de vente. Et c'était 6 magasins. Et les Français étaient désespérés avec cette transaction-là. Alors, on leur a offert 75 000 $. Mon père était presque insulté. J'ai dit, regarde, à ce prix-là, peut-être c'est pas si mauvais que ça. Et on l'a eu pour ce prix-là. Marc Desserre, vous êtes président de l'entreprise Desserre, une organisation fondée par votre grand-père en 1908 qui opère dans le commerce de détail en offrant du matériel d'artistes et de loisirs récréatifs. L'entreprise qui est maintenant en activité depuis 115 ans a traversé les époques en se réinventant continuellement et ainsi toujours possédé plus d'une trentaine de succursales. Monsieur Desserre, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Et Monsieur Desserre, pour le tout petit groupe de personnes qui ne connaîtraient pas encore votre entreprise, est-ce que ce serait possible pour vous aujourd'hui de décrire Desserre en quelques mots? C'est une compagnie dans le commerce de détail et maintenant aussi web. Et nos produits, ce sont du côté création. Alors, le produit de base, c'est le matériel d'artiste. Ça veut dire c'est les toiles, les pinceaux, la peinture. On a aussi ouvert du côté loisirs, du côté passe-temps. Et c'est environ 20-25 000 produits par magasin avec une pénétration à travers le Canada. On a des magasins de Vancouver à Halifax, prédominamment au Québec et ensuite en Ontario. Nos magasins sont entre 5 000 et 12 000 pieds carrés. Donc, une entreprise qui est colossale, qui a passé à travers les époques. Et c'est ce qui a marqué un petit peu mon attention, Monsieur Desserre, qu'on a eu des discussions ensemble il y a quelques semaines de cela maintenant. Vous avez de votre côté repris l'organisation en 1980 et soyons honnêtes, Desserre, vous avez été des champions de la réinvention d'entreprises à travers les années. Est-ce que ce serait possible pour vous aujourd'hui peut-être de nous expliquer les différentes phases de l'entreprise avant votre arrivée à la présidence en 1980, bien entendu, au meilleur de vos souvenirs et au meilleur de vos connaissances? Alors, Omer Desserre a commencé en 1908 au coin de Saint-Denis et Sainte-Catherine et c'est Omer qui a acheté ça. C'est un magasin général. Alors, magasin général en 1908, je ne suis pas trop sûr ce qu'il vendait, mais c'était quincaillerie, un peu de plomberie, chauffage et tout. Et Omer a fait une croissance soutenue. J'ai pas tellement de détails exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais il était dans le matériel de quincaillerie accessoire. Et mon père a pris la relève. Il a gradué de McGill en 37. Alors, il a pris la relève dans les années 40. Et mon père a ajouté des succursales, toujours dans la région de Montréal. Il avait une clientèle de consommateurs et il avait une clientèle industrielle. Les communautés religieuses étaient quand même une clientèle assez importante. À cette époque-là, il s'est construit beaucoup d'écoles, beaucoup d'hôpitaux et tout. Je dirais que la quincaillerie était probablement la quincaillerie la plus grosse à Montréal dans les années 50. Mais dans les années 60, 70, il a été dépassé. Et en 72, qui a été l'année de vraiment où la grosse décision a été prise, le gouvernement du Québec a envoyé une lettre à mon père disant qu'ils avaient une volonté de construire une université au centre-ville de Montréal sur l'emplacement de notre magasin. Et là, ça a été la décision pour mon père de fermer les magasins et fermer les quincailleries. Il voyait qu'il n'était plus dans la même ligue que les Rona, que les Canadian Tire et tout. Et il a décidé de fermer et il y avait un petit magasin de matériel d'artiste qui avait un chiffre d'affaires d'un petit peu plus que 100 000 $. Puis il dit, lui, il a 15 000 $ d'inventaire. Puis il dit, je vais le garder jusqu'à temps que ça marche plus. Alors, ça a été le début. Moi, j'ai commencé dans ce magasin-là en 77 avec 150 000 de chiffre de vente et 15 000 pièces d'inventaire. Alors, naturellement, 15 000 pièces d'inventaire, on va pas loin avec ça. Et ça a été mes débuts de croissance dans Omer Desserre. Alors, j'avais deux choses qui est difficile à avoir. J'avais une excellente réputation parce qu'Omer Desserre était connu dans les années 50 et 60 et j'avais accès du capital.
mais j'avais pas de chiffre d'affaires. Donc, littéralement, vous aviez repris l'organisation à la présidence et il n'y avait pas grand-chose. Bien entendu, il y avait le brand, il y avait la notoriété, mais c'est pas comme si une chaîne de magasins, plusieurs succursales étaient installées à ce moment-là. Oh non, non, il n'y avait rien, c'était tout petit. J'ai commencé, moi, notre magasin sur la rue Saint-Hubert et mon mandat a été de fermer ce magasin-là, qui a été fermé en 77 environ. Et honnêtement, Omer de Saint était devenu démodé. Et il y avait des chaînes qui étaient beaucoup plus d'avance et tout. Et mon père avait perdu intérêt. Il y avait des intérêts dans d'autres activités qui a été plus rentable que le commerce de détail. Alors, quand moi, je suis rentré dans le commerce de détail, il était plus ou moins chaud à l'idée parce qu'il n'était pas sûr qu'il y avait un futur là-dedans. Et moi, je savais depuis toujours que si j'entrais le commerce de détail, il fallait que ce soit un petit département, une petite niche, l'époque des magasins généraux et avec un peu de tout. Et ça, c'est avant le concept des grandes surfaces, des Réno-dépôts et tout. Mais on ne pouvait pas tout vendre. Il fallait spécialiser. Vous dire que je me doutais que ça serait le matériel d'artiste, pas du tout. Mais je savais que ça serait un petit secteur. Puis c'est mieux d'être un gros poisson dans un petit bol que le contraire. Donc là, parlez-nous un petit peu de tout ça. Vous commencez en 1977. Officiellement, c'est en 1980 que vous prenez la présidence. Quel est le diagnostic et quel est le constat pour finalement aller chercher cette croissance-là qui, avec du recul, a eu lieu dans les années qui ont suivi? En 77, 78, c'était pas compliqué. Tout ce qu'il fallait faire, c'est remplir les tablettes parce qu'avec 15 000 pièces d'inventaire, on ne fournissait pas la demande et le magasin était au coin de Saint-Denis, Sainte-Catherine et on avait le cégep de Montréal juste à côté et puis on avait quelques écoles d'art. Alors, ça a été les débuts, Beaux-Arts, monter le stock graduellement et ça a été ma croissance dans les années 80. Ensuite, une fois que le magasin était bien établi, l'étape suivante, c'était quel secteur qu'on irait. Et la première transformation, ça a été les agences de publicité. Alors, si je vous mets dans le contexte des années 80, le concept de publicité en anglais fait à Toronto n'existait plus et il y avait beaucoup de pression. N'oubliez pas qu'en 76, c'était le gouvernement péquiste. Alors, il y avait beaucoup de volonté de créer la publicité localement. Alors, les campagnes américaines traduites ne marchaient pas. Alors, il y a eu une grosse croissance dans les agences de publicité et eux étaient des clients naturels pour nous. Et on a beaucoup développé le commerce d'agences de publicité, vendre du crayon, et qui faisaient les campagnes manuelles. Et ça a bien été jusqu'à temps qu'un dénommé Steve Jobs décide d'imprimer, de sortir un laser printer. Alors ça, c'est une imprimante au laser qui a complètement changé les règles du jeu dans le monde de la publicité. Et là, le matériel d'artiste est disparu. Et nous sommes devenus concessionnaires Apple en 87. Et on a commencé, c'est nous qui avons installé les premiers Apple dans beaucoup d'agences de publicité à Montréal. Mais disons que l'informatique, à ce point de vue-là, moi, j'étais pas mal de l'école. C'était cost moins 10%. Bon, ça rattrape sur le volume. Alors, ça n'a jamais été département très rentable. Et on a été approché par quelqu'un qui voulait acheter cette division-là. Et honnêtement, on s'en est débarrassé. On était très contents. Et le type qui a acheté n'a pas passé à travers cette crise-là. Le commerce d'informatique, au début, dans les agences, tout le monde était neuf et tout. Et moi, je me rappelle un client qui achetait Mac Magazine et puis dans le Mac Magazine, il voyait un nouveau logiciel. Nous, on était abonnés à Mac Magazine et on lisait l'article en même temps que lui. Alors, nous, il fallait qu'on conseille ce client-là. On le savait pas. Alors, on est revenu avec un produit traditionnel qui était le matériel d'artiste. Et là, on a développé le commerce des lettreurs. Alors, tout ce qui est lettrage de camions, lettrage d'édifices et tout. Et ça a été qui a été un peu ce qui a remplacé les agences de publicité. Alors ça a été dans les années 80-90. Parce que, pardonnez-moi, mais je pense que les agences de publicité, à un certain moment, ça représentait près de 40% de votre chiffre d'affaires. Donc, ça a été un gros changement que vous avez dû faire en l'espace de quelques années dans votre modèle, là. Lettre 7, avec les petites lettres qui transféraient, était le produit le plus important. Et ce fournisseur-là représentait 20% de notre volume. Et les accessoires alentour du lettre 7, c'était un autre 20%, c'était 40% de ce volume-là qui était vendu dans les agences de publicité. Quand le Macintosh est arrivé, ben c'est parti de 40% à presque zéro. Alors, il a fallu... J'ai fait beaucoup d'acquisitions de commerce à cette époque-là. Et vous savez, à l'université, il y a des chapitres qu'on oublie. Alors, le chapitre où ils ont parlé d'achalandage et
marché plus-value d'entreprise, ça, je n'avais pas étudié ce chapitre-là. Alors, on a acheté beaucoup de commerces au prix qu'on payait l'inventaire, tout simplement. Et ma stratégie à l'époque, c'était tout simplement des parts de marché. On a acheté beaucoup de joueurs à l'époque. C'était des petites transactions. Là. C'était des compagnies qui vendaient 2, 3, 4 millions. On achetait l'inventaire 100, 200, 300 000. Les gens sortaient de là, mais nous, ça nous donnait du volume. Alors, même si les ventes ont baissé de 40 dans les arts graphiques, notre chiffre de vente n'a jamais baissé. On a été chercher des parts de marché et d'autres secteurs. On essaie peut-être de bien situer, il y a cette dynamique qui s'installe avec les agences de publicité. Ce produit-là, entre parenthèses, devient désuet pour des raisons que vous nous avez évoquées. Un changement s'impose. Vous rentrez un petit peu dans le lettrage, comme vous venez de nous mentionner. On est en quelle année environ à ce moment-là pour bien situer notre audience? On a commencé à vendre des Macintosh en 87. Alors, on a commencé à voir les baisses à cette époque-là, mais ça a baissé graduellement, puis ensuite ça a tombé, littéralement tombé, c'est disparu. Alors, c'est là où on a remplacé avec le lettrage, qui a été quand même un département assez intéressant pendant une dizaine d'années, tout ce qui était le lettrage de camions. Alors, c'était des traceuses qui découpaient dans le vinyle, et ça a été une diversification pour remplacer nos représentants qui allaient dans les agences de publicité. Et donc, cette ligne d'affaires-là permet à l'organisation de continuer à croître. Vous faites des acquisitions. Vous nous disiez au départ que vous êtes situé à Montréal. Est-ce que ces acquisitions-là restent dans le Grand Montréal ou tranquillement, vous avez une expansion partout à travers la province? En 86, j'ai acheté un petit commerce qui s'appelait Lisotte à Québec. J'en ai acheté à Toronto. J'ai même acheté à Vancouver et j'ai acheté à Halifax. Alors, j'ai acheté des chaînes de 3-4 magasins. Notre fournisseur, la Tracette, avait une chaîne de magasins. Et comme lui, son produit vedette était disparu, ça a été très facile d'acheter 2 autres. Là, on retransformait les magasins vers le Beaux-Arts, vers les arts graphiques et éventuellement un peu plus du loisir. Donc, dans les années 90, c'est combien de magasins, combien de succursales que vous avez chez Dessert? Oh là, vous me posez de bonnes questions. Probablement une dizaine, je crois. Une dizaine? Mais, OK, Oui. bien la question pour vous, M. Dessert, dans ce cas-là, quand on ouvre des succursales, bien entendu, vous avez l'air d'être un bon négociateur pour faire des bons achats, mais tout de même, on a besoin de capital, on a besoin d'aller chercher ce financement-là. Et soyons honnêtes, c'est pas la même chose, j'imagine, dans les années 90 qu'aujourd'hui pour avoir accès à du capital. Comment on s'y prend pour finalement faire ces acquisitions? La plus grosse transaction, j'avais 5 magasins et j'ai acheté mon compétiteur qui en avait 6. Et il avait 7 millions de pertes fiscales. L'investisseur était un Européen et puis il était tanné. Et je me rappelle quand j'ai présenté, je pense, notre chiffre de vente à nous était 10 millions, son chiffre de vente à lui était 10 millions. Là, je vous dis ça de mémoire. Là. Et je regarde ça, puis mon père, quand il a regardé la transaction, il dit ça n'est qu'une tête. Puis je regardais mon père, j'ai dit non, non, non. C'est pas une tête, on n'a pas parlé de prix encore. Alors, là, mon père me dit, oui, mais comment peux-tu faire une transaction? Mais j'ai dit, regarde, là, c'était 5 ou 10 millions, je me rappelle, de ventes, et c'était 6 magasins. Et les Français étaient désespérés avec cette transaction-là. Alors, on leur a offert 75 000 $. Mon père était presque insulté. J'ai dit, regarde, à ce prix-là, peut-être c'est pas si mauvais que ça. Et on l'a eu pour ce prix-là. Naturellement, l'année suivante, on a eu 1 million de pertes. Alors ça, tant qu'à moi, ça fait partie des achats puis le nettoyer. Alors c'est peut-être une transaction qui a coûté 2-3 millions, mais ça a parti de 5 magasins à 10 magasins du lendemain. Et les parts de marché, mon compétiteur immédiat. Alors ça n'a pas été une transaction très coûteuse et ça a été financé avec la banque. Et j'imagine que quand vous êtes capable de l'opérer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça donne confiance à la banque de par la suite vous reprêter de l'argent pour continuer dans votre expansion. La banque a été présente tout le long dans l'expansion. Et là, ça me donnait des parts de marché. Alors, ils étaient à Québec, ils étaient à Chicoutimi, ils étaient à Sherbrooke et ils étaient à Ottawa. C'était des endroits où j'étais pas présent. Intéressant. Et bon, on est dans les années 90. Vous avez cette dizaine environ de magasins, de succursales de serre. Et tranquillement, on arrive au début des années 2000 et vous me disiez que c'est une nouvelle phase d'expansion, une nouvelle phase même de réinvention pour l'entreprise, cette fois-ci avec les magasins à plus grande surface. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus davantage et nous ramener à cette époque? Alors là, en 97-98, j'avais 100% du marché, la vie était belle, tout de potentiel de croissance et j'embauche un consultant. Et le consultant, je dis, regarde là,
pense pas que tu peux m'aider, là, mais de toute façon, j'ai 100% du marché, puis il n'y a rien qu'on peut faire, mais je t'écoute. Alors, il dit, OK. Il dit, je te reviens dans une semaine. Il dit, montre-moi ton plus beau magasin. Alors, je lui montre mon magasin de Laval, qui était un magasin de 5000 pieds à l'époque, ou peut-être même moins que ça, 5000 pieds. Et puis là, il me revient, il dit, il dit, ton magasin de Laval me fait penser à une papeterie des années 60. Là, je ne savais pas si je le frappe, si je le congédie ou je fais quoi. Alors là, c'est le gars que je suis supposé embaucher. Et puis, il me dit, t'as pas 100% du marché, jeune homme. T'as pas plus que 20% du marché. Ben, j'ai dit non. Mais il dit, oui, mais tu des crayons couleur et tu peux en acheter dans les pharmacies, tu peux en acheter dans les magasins rayons, tu peux en acheter dans les magasins jouets. La marque Crayola, elle est dans je sais pas combien de magasins. Alors, t'as pas 100% du marché, t'as peut-être 25 et 30% du marché. Alors là, j'étais un petit peu plus poli avec lui parce que je suis parti de 100% du marché à 30% du marché et aussi un potentiel de croissance. Et c'est avec lui qu'on a complètement changé la recette. Et le premier magasin a ouvert en 99 et on a passé un an avec lui en consultant, préparer notre stratégie et tout. Et là, on partait d'un magasin Beaux-Arts, un magasin Beaux-Arts, loisirs créatifs. Là, on aurait un département pour enfants, on aurait un département de passe-temps, on aurait un département d'encadrement. Et là, ça serait 15 000 pieds, les magasins. Alors, c'est un peu un choc, partir de 5 000 pieds à 15 000, puis je vous admets que le premier jour qu'on est dans le nouveau magasin de 15 000 pieds, c'est grand, puis on a de la misère à remplir. Mais ça a repositionné complètement la compagnie. On n'était plus Beaux-Arts, pur et dur artiste, mais là, on touchait à la famille au complet. Quel est l'impact sur la croissance à ce moment-là? Parce que bien entendu, tout ça est fait avec une vision économique. La croissance a été rapide et le chiffre de vente dans ce magasin-là a doublé. Et je dirais que dans les années 2000, ça a été la stratégie d'ouvrir des grandes surfaces. On a fait ça probablement jusqu'en 2010. Alors, les magasins existants, on les déménageait dans des surfaces beaucoup plus grandes et tout. Et vous avez été capable de le voir rapidement, là, l'impact, la croissance, les entreprises, les magasins doublaient quasiment. Oui. Au Québec, ça a été bon. En Ontario, on a ouvert quelques grandes surfaces et le marché était moins prêt à accepter ces grandes surfaces-là. Alors, ça a été au Québec. Alors, ça, c'était les transformations des années 2000. Les années 2010, ça a été le fine-tuning de cette croissance-là. Et rendu 2010, on s'est aperçu après 10 ans dans les grandes surfaces qu'ils étaient peut-être un peu grands. Et là, on a recommencé à réduire la surface des magasins. Alors, quand on parle de réduire, ben, c'était à la fin du bail. Au lieu d'être 15 000 pieds, on était à 12 000, on était à 10 000. Alors, je dirais même que depuis 2010, notre stratégie a été de réduire la surface des magasins et d'augmenter la densité. Alors, la recette change beaucoup. Et j'aimerais vous poser quelques petites questions, Monsieur Desserre, avant de parler peut-être des nouvelles phases de croissance qu'il y a eu dans les années 2010, les années 2020, avec tout ce qui s'est déroulé dans les dernières années. Vous avez passé à travers plusieurs époques. Et soyons honnêtes, si on regarde les 13 dernières années, disons depuis 2010, les gens qui sont en affaires, les gens qui sont sur le marché du travail ont vécu dans un environnement quasiment à 0%, continuellement, dans les taux d'intérêt que je parle ici. Donc, les choses allaient sensiblement bien. Les gens avaient le vent dans le dos. Les organisations pouvaient faire de la croissance et pouvaient emprunter de l'argent pour très peu cher. Vous avez vécu la crise économique de 2008. Vous avez vécu des crises économiques dans les années 80. Comment une organisation comme la vôtre a été capable d'aborder ces moments-là? Peut-être qu'on pourrait prendre spécifiquement l'époque de 2008. Quel impact a eu cette période-là sur vous? Parce que beaucoup de gens en ce moment se posent des questions sur la situation actuelle et je pense que d'avoir la vision de quelqu'un qui l'a vécu à travers plusieurs époques, ça peut être très intéressant. Moi, je ne l'ai pas vécu comme le reste du monde. Moi, je décris mes produits un peu comme un luxe abordable. Et quand l'économie va très bien, notre chiffre de vente n'augmente pas tellement. Mais ce qui veut dire que quand ça va très mal, notre chiffre ne baisse pas tellement. Et chez nous, si vous venez dépenser entre 50 et 100 dollars, c'est un gros budget. Et là, vous avez des produits de grande qualité pour les arts. Alors, on est un peu un luxe abordable.
on n'est pas un dollar à bas, alors on n'est pas du bas de gamme, mais on peut se faire plaisir en bas de 100 dollars facilement chez nous. Alors, les récessions peut-être nous touchent un peu moins que d'autres industries et on a gardé notre ligne. Il y a eu une époque où on a rentré beaucoup de produits pour compétitionner les magasins à 1 dollar et on s'est dit que c'est pas notre marché. Alors, les magasins à 1 dollar vendent naturellement moins cher que nous, mais c'est pas le même produit et c'est pas la même qualité. Et le consommateur, aujourd'hui, quand il va dans un magasin à 1 dollar, n'a pas d'attente élevée pour la qualité. Alors, si vous allez à un magasin à 1 dollar aujourd'hui pour vos décorations de Noël ou vos décorations d'Halloween avec un budget de 20 dollars, vous êtes extrêmement bien équipé, mais le 2 novembre, vous jetez tout au panier. Alors, on n'est pas dans ce marché-là, nous autres. Mais on n'est pas dans le marché de décoration d'Halloween non plus, là. Mais on est une qualité un peu supérieure, mais quand même abordable. Il y a les périodes de 2010, tranquillement, on revoit un petit peu la grosseur de nos magasins pour des raisons évidentes et s'intègre aussi, j'imagine, une phase importante de votre croissance, l'avènement des ventes en ligne, du commerce électronique. Comment tout ça a été abordé chez Dessert? Bien, la première phase, ça a été dans un magasin. On livrait dans un magasin et tout. On est rentré dans le concept web assez tôt, avec des petites attentes. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. On est rentré en piétinant. On avait des questions existentielles à l'époque. Aujourd'hui, si je vous pose la question, vous allez partir à rire. Mais c'était quoi notre politique de prix sur le web par rapport au magasin? C'était pas clair dans notre tête que ça serait les mêmes prix. Comment est-ce qu'on manipulerait le transport? C'était quoi? C'est avant les concepts d'omnicanal. Est-ce que c'est une bête à part? Est-ce que c'est la même bête? Comment est-ce qu'on fait ça? Et alors, c'était des petites croissances. Et quand la COVID est arrivée en 2019, on avait quand même un site qui roulait bien et on n'était plus dans un magasin, on était dans un entrepôt, on était équipé. Alors, la COVID, notre volume a doublé. Et le premier mois, on a été pris par surprise, mais on a été capable de survivre là-dessus. Alors, si on parle où on est aujourd'hui, les magasins sont là pour rester et je ne pense pas que les magasins vont disparaître. Et le web, on frise le 20% aujourd'hui, mais est-ce qu'on va se rendre à 30, à 40%? Je le sais pas, mais c'est pas impossible. Alors, est-ce que notre stratégie c'est d'ouvrir d'autres magasins? Ben, on n'élimine pas la possibilité tout de suite, mais notre priorité, c'est développer le web. Bien sûr, ça fait énormément de sens. 20%, c'est quand même assez important pour une organisation qui a autant de succursales comme la vôtre, là. Oui, alors c'est là la pression que rapetisser les magasins, parce que les magasins, l'augmentation de chiffre de vente d'un magasin est beaucoup plus difficile que sur le web. Mais vous savez, là, on est vraiment omnicanal avec un mélange des deux. Et moi, j'aime bien donner l'exemple que si vous voulez acheter un chevalet pour votre épouse, pour un artiste, comment est-ce allez-vous procéder? Est-ce que vous allez commencer sur le web, fouiller, puis après ça, aller le voir en magasin, puis l'acheter en magasin? Ou allez-vous faire le contraire, aller les voir en magasin et l'acheter sur le web à cause de la livraison gratuite? Alors, c'est vraiment un mélange des deux. Alors, une transaction chevalet, c'est et web et magasin, et c'est là où l'omnicanal est important. Dans notre catégorie, l'artiste peintre qui achète toujours le même matériel, les mêmes couleurs, c'est facile de le faire sur le web. Beaucoup de produits on peut offrir sur le web. Alors, moi, je crois fermement au magasin à long terme, mais des surfaces plus petites. Vous êtes des professionnels de la réinvention d'entreprise, de l'évolution d'un modèle d'affaires. Et là, on a, M. Dessert, énormément de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des entrepreneurs. Pour la plupart d'entre eux, lancé leur organisation dans les 10, 11 dernières années. Donc, peut-être que l'évolution, le pivot d'entreprise ne s'est pas encore fait, mais indubitablement, ils vont avoir à passer à travers ça dans les prochaines années. Avec le recul, ça fait 43 ans que vous êtes président, c'est assez exceptionnel. J'avais 8 ans quand je suis devenu président. Donc, les gens, ils sont capables de se tuer le tout. 8 plus 40, ça me fait 52, c'est ça. Ah, c'est le plus jeune président d'entreprise à venir sur le podcast, ça c'est clair. Mais oui,
leçons, apprentissages, qu'est-ce que vous pourriez donner avec un petit peu de recul? Qu'est-ce que vous pourriez partager à notre audience qui pourrait les aider si eux ont à vivre des réinventions avec leur propre modèle d'affaires, leur propre entreprise? C'est clair que ça prend de l'aide de l'extérieur. C'est clair que ça prend des consultants. Maintenant, je suis pas un amateur de consultants, mais ça quelqu'un qui rentre chez vous avec les yeux froids et qui regarde froidement, on est rendu où et comment est-ce qu'on change la formule. Moi, je regarde l'histoire de Dessert qui vend des crayons et du matériel artiste. On a fait une transformation relativement majeure aux 10 ans avec un produit qui est pas tellement fashion, qui est pas tellement changé. Il y a 40 ans, on vendait des toiles, on vendait de la peinture, on vendait des crayons. C'est encore aujourd'hui, mais le commerce s'est quand même transformé et on n'aurait pas pu le faire tout seul. Il faut le faire avec des consultants externes. Et ça prend de l'aide externe. Maintenant, comment trouver de l'externe et qui choisir? Ben, je pense qu'il faut en écouter 2, 3 puis écouter le pitch de vente. Mais aujourd'hui, en 2023, le statu quo n'est pas une option. Et si vous ne changez pas votre recette, regardez les restaurants, les menus changent, tout change. Il y a toujours 2, 3 restaurants qui n'ont pas changé leur recette, puis c'est des phénomènes, mais il faut accepter le change. Moi, je me rappelle mon représentant de 3M, ceux qui ont inventé le Scotch Tape et tout. Et à l'époque, chez 3M, et c'est peut-être encore aujourd'hui, il disait qu'il faut que 20% de leur chiffre de vente soit de produits qui n'existaient pas il y a 5 ans. Alors, dans votre organisation, c'est quoi votre chiffre de vente de produits que vous n'aviez pas il y a 5 ans? Et si c'est 0, je pense que vous avez un problème. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Totalement fascinant. Puis vous avez parlé un petit peu de consultants externes, de gens qui viennent poser un diagnostic froid à votre entreprise. Est-ce que vous continuez à le faire également, même aujourd'hui? Oui. On a encore des gens qui viennent aujourd'hui, qui regardent. Ça peut être des dossiers plus pointus. Ça peut être gestion d'inventaire, ça peut être gestion de sélection, mais il faut avoir des consultants externes. Mais dans notre cas, le core et la raison d'être que les gens viennent chez nous, c'est la sélection de produits. Et ça, c'est fait à l'interne. Et moi, personnellement, je suis encore impliqué 40 ans plus tard. Mais tout ce qui est le service alentour, pour être plus efficace dans le magasin, pour être plus efficace dans les entrepôts, on a besoin de spécialistes dans ces secteurs-là. Moi, honnêtement, si je donnais un cours de marketing aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer parce que dans le bon vieux temps, tu mets ta page en presse puis le magasin est plein le lendemain. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est le web et c'est tout. Et plus j'écoute, moins je comprends. Alors, si quelqu'un veut me donner un cours, comment ça marche la publicité en 2023, je serais prêt à écouter, mais honnêtement, je comprends rien. Parce que, tu sais, on me parle de réseaux sociaux. Ah non, c'est bon pour le branding, mais branding ne crée pas de vente. Alors, c'est quoi le mélange entre branding, vente à pression, sélection, vidéo, démonstration en magasin? C'est toutes les règles du jeu dans ce secteur-là ont tellement changé depuis 5 ans que je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui s'y comprend là-dedans. Ben, je pense que d'avoir l'humilité d'accepter qu'on ne peut pas tout comprendre est exactement la manière de s'y prendre pour continuer à croître. Parce qu'il va toujours y avoir, comme vous l'avez dit, des spécialistes, des consultants, des gens qui voient des choses que nous, on ne voit pas en tant qu'entreprise. Et c'est notre devoir en tant que président, en tant que fondateur d'organisation, de s'entourer de ces gens-là. Bon, je suis dans mes questions orientées au niveau des leçons. Une autre question que j'aurais à vous poser. La famille Dessert, vous vous y connaissez en reprenariat. Vous êtes la 3e génération maintenant. Comment voyez-vous la suite? Est-ce que c'est déjà clair dans votre tête qu'il pourrait y avoir une succession encore? Comment on aborde ça encore une fois pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se posent des questions, qui ont peut-être une entreprise, qui veulent faire la succession avec leurs enfants? Ben là, c'est une question pas mal à piège parce que je n'ai pas la réponse. Mais seulement, il faut qu'on en parle. Je vous cacherai pas qu'une personne sur 2 me pose la question, c'est quoi ton plan de succession? Je m'amuse encore. Est-ce que l'étape suivante, c'est embaucher un président et me reculer un peu? Est-ce que c'est vendre? Aujourd'hui, j'ai encore du plaisir. Aujourd'hui, je pense qu'être propriétaire d'une compagnie qu'on peut encore transformer, c'est encore excitant. Mais
Si vous voulez savoir c'est quoi mon plan de le relève, je suis pas là encore. Ça va me prendre un consultant qui me donne une réponse intelligente. Puis je l'ai pas trouvé encore. Donc, clairement, le modus operandi va être répété et répété. C'est parfait. Je serais curieux peut-être également de savoir vos responsabilités maintenant, Monsieur Dessert. Clairement, ça évolue. Vous avez une grande équipe, vous avez une organisation qui est beaucoup plus grosse que quand vous avez commencé. Vous avez parlé que vous mettez votre temps encore dans le choix des produits. On appelle ça souvent l'ADN du fondateur. On veut rester très, très proche de ce qu'il a offert. Est-ce que c'est là que vous passez la majeure partie de votre temps ou il y a d'autres endroits, départements où est-ce que vous vous amusez et que vous aimez passer du temps avec vos collègues? Bien, surprenamment, je suis dans les magasins toutes les semaines. Alors, je me donne comme exercice d'être dans un magasin au moins une fois par semaine. Maintenant, je parle pas de la chaîne, là, je te parle un magasin individuel. Alors, ma routine, c'est peut-être une demi-journée par semaine d'aller dans 2, 3 magasins et parler aux personnes dans le magasin et tout, ça me met sur le plancher des vaches et ça me donne le pouls de l'entreprise. Et on voit beaucoup de choses en magasin qu'on ne voit pas au siège social. Mais les achats, c'est un pourcentage du temps, mais il y a quand même essayer de prendre des cours de marketing, savoir comment est-ce qu'on va annoncer. Il y a quand même les gestions financières et tout. Alors, les achats, c'est peut-être 25 30 de mon temps. Les visites de magasins, c'est peut-être 10-20 et le reste, c'est de l'administration générale. Et bon, avant de passer à des petites questions personnelles, Monsieur Dessert, à quoi peut-on s'attendre avec Dessert dans les 12, 24, 36 prochains mois? Je pense que ce qui nous écrase de ce temps-ci, ce sont les coûts faramineux partout. Les salaires montent. Dans le commerce de détail, nous, on est reliés au salaire minimum. Même si on ne paye pas le salaire minimum, le salaire, c'est ça. Et les prix montent beaucoup plus que l'inflation. Alors, nos priorités aujourd'hui, c'est la simplification. Alors, comment peut-on simplifier? Comment on peut couper la sélection des produits? Vous savez, les produits, c'est très émotionnel. Celui qui rentre un produit, il choisit toujours le plus beau produit au monde et le discontinuer, et c'est pas dans son ADN. Alors, comment est-ce qu'on peut rationaliser et être plus efficace? Je pense que ça va être ça dans notre philosophie dans les prochains 12 mois. Comment le flot de la marchandise du fournisseur au magasin peut être plus efficace. Alors, ça, c'est un des facteurs. L'autre des facteurs, c'est qu'on met beaucoup d'énergie sur le web parce que la croissance, c'est le web. Et la beauté du web, c'est qu'on vend en canadien. Alors, et on peut vendre dans des places où on n'a pas de magasin. Disons que les priorités, c'est simplifier et web. Disons que ça serait ça les objectifs pour les 12 prochains mois. Et j'imagine même que le web, si vous mettez plus d'efforts là-dessus, automatiquement, ça a un effet que je considère un collatéral positif pour vos magasins, là. Oui, il y a un lien direct. Et bon, petite question personnelle, Monsieur Dessert. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent ou ont lu dans le passé pour les aider dans leur raisonnement au niveau du monde des affaires. Est-ce que certains livres business qui ont marqué votre imaginaire dans votre carrière que vous pourriez partager avec notre audience? Ça, c'est une bonne question. Je n'avais pas réfléchi. Mais disons qu'à l'université, on avait un livre qui était le Peter Principle. J'ai Oui, étudié ça dans les années 70 et je pense qu'aujourd'hui, il est encore d'actualité. Pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, le Peter Principle, là, ça, c'est un livre pour moi élémentaire à tout le monde. Puis je me rappelle pas ce qu'il y a de l'air, mais je pense que ça doit être un 100 pages ou quelque chose. Ça doit se lire très, très facilement. Mais les autres livres, c'est des bugs et comment être. Je viens de terminer le livre d'Elon Musk que j'ai trouvé absolument fascinant. Alors, il vient de sortir en français, mais moi, je l'ai lu en anglais. Et lui, il a frisé à faillite une couple de fois. Et plusieurs fois, oui. lui, il met tout sur la ligne et c'est quand même assez impressionnant. J'ai lu la biographie des gens de Walmart. Je trouve ça Monsieur très Walton. intéressant, mais c'est pas ma philosophie. Je pense que dans une entreprise, c'est quoi l'intérêt du propriétaire et l'intérêt du client et du consommateur et comment est-ce que tu balances les deux? J'ai trouvé que dans certains cas, le balance n'est pas adéquat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser parce que nos clients, finalement, ça fait partie de notre famille. Est-ce qu'on maximise le profit tout le temps ou est-ce que c'est quelque chose à balancer? Ça, s'il n'y a pas de ligne droite, et je pense que c'est le cœur de l'entrepreneur, où il arrête et où il continue de ce côté-là.
Mais le dernier livre, c'est Elon Musk que j'ai beaucoup aimé. Et vous pouvez l'aimer, le détester, mais c'est quand même un phénomène. C'est un phénomène. Il ne laisse personne indifférent. Et peut-être pour revenir au Peter Principle, en français, le principe de Peter, pour résumer ça à notre audience aujourd'hui, c'est de savoir où se termine notre compétence et où commence notre incompétence. Et je pense que c'est ce qui se déroule avec beaucoup de gens. Des fois, on est excessivement compétent dans une sphère de notre entreprise et pour X, Y, Z raison, on se fait donner une promotion ou on fait un autre rôle. Et là, c'est souvent là que peut commencer notre incompétence. Et peu de gens, des fois, comprennent ce principe, mais il est donc vrai et il est donc présent encore aujourd'hui. Peut-être pour terminer, routine. Est-ce que, M. Dessert, vous avez une routine spécifique avant, pendant et après le travail? Je suis skieur et j'aime bien skier. Alors, l'hiver, c'est le ski. J'ai un faible pour voyager. Alors, j'ai une fille qui habite à Paris et sa mère s'inquiète beaucoup de sa fille. Alors, moi, j'accompagne souvent sa fille, sa mère en Europe. Alors, Un bon prétexte? c'est le prétexte officiel. Vous pouvez le prendre comme vous voulez là-dessus. Alors, j'aime aller en Europe plus qu'une fois par année. Et pour moi, c'est dans mes grands plaisirs. Je n'ai pas d'attache avec la Floride. Je préfère l'Europe à la C'est Floride. plus beau. C'est plus beau, l'Europe. Oui. Monsieur Dessert, merci énormément pour ces échanges, ces partages aujourd'hui. Je suis convaincu que l'expérience que vous avez avec votre organisation, qui est totalement phénoménale, va pouvoir aider les gens qui nous écoutent. Si on veut en savoir un petit peu plus, le site Internet de Dessert, meilleur endroit pour vous rejoindre? Le site de Serge ou un email. Mon email est très compliqué à se rappeler. Là. C'est mdessert@commercialdessert.ca. Alors, si vous savez comment appeler Dessert, vous savez comment me rejoindre. Fantastique. On les donne les informations dans les notes de l'épisode. Monsieur Dessert, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut totalement fascinant de discuter avec vous et de voir l'évolution qui s'est déroulée à travers les années. Parce que souvent, on pense que maintenant, les entreprises, tout s'est toujours fait sur le web, tout s'est toujours fait sur les médias sociaux, mais il y a eu plusieurs époques et c'est assez impressionnant de voir l'évolution que vous avez été capable de faire. Merci beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.